Bienvenue à cette quatrième séance des Midis du campus. Nous poursuivons donc notre cycle de conférences 360 avec toujours cette très grande ambition qui est à la fois de nous donner des clés de lecture du monde dans lequel nous œuvrons, de chercher, de trouver de nouveaux horizons et de nouveaux terrains de jeu pour notre développement, et puis aussi peut-être de donner plus de sens à nos actions pour contribuer à notre mobilisation conjointe sur celle-ci. Alors cette TEC mise aujourd'hui fortement sur son développement à l'international. Il est donc important de comprendre et de bien connaître les terrains sur lesquels nous souhaitons nous déployer. Le Moyen-Orient est l'une de ces régions dans lesquelles nous souhaitons nous déployer, dans lesquelles nous sommes déjà très actifs, et c'est sans doute une région aussi qui pose beaucoup de questions. Quand Armel Ratmadou, notre collègue de CETEC Bâtiment, qui est lui-même un fin connaisseur et amateur du monde arabe, nous a proposé d'inviter Georges Malbruno, nous avons donc trouvé cette idée très intéressante, brillante, et nous avons donc organisé cette venue de M. Malbruno. Je vais laisser Armel continuer cette introduction et puis peut-être présenter avec plus de détails M. Malbruno. Armel sera notre animateur pour cette séance. Voilà, merci. Merci. Ok. Bon, ben bonjour à tous. Merci, ça fait plaisir de vous voir aussi nombreux pour cette semaine de vacances. J'avoue que j'avais un doute et je me demandais s'il y aurait une audience, donc c'est super. Alors, Georges nous fait aujourd'hui l'amitié de venir nous parler du Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, c'est vrai qu'à l'heure où nos smartphones nous abreuvent en permanence d'informations, souvent parcellaires, lacunaires et partiales, il est difficile de s'en faire une opinion, du moins circonstanciée. Il est difficile aussi d'apprécier finalement cette région qui est immense, qui est souvent approchée de manière un peu caricaturale comme un tout, et qui est faite en réalité, vous le voyez sur la carte, d'une multitude de territoires, de terres, de contrastes, de terres singulières, qui sont autant de pays très différents les uns des autres. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Oman, le Yémen, le Qatar, qu'on connaît ici, Bahreïn, ou si on va plus à l'ouest, la Syrie, la Jordanie, l'Irak, etc., sont autant de pays qui chacun sont des contextes, des enjeux et des endroits qu'il convient d'apprécier de façon tout à fait différente. Alors Georges, qui s'intéresse à la région, l'arpente depuis maintenant de nombreuses années, depuis plus de 20 ans, est grand reporter, journaliste, il était correspondant de nombreux médias comme l'AFP, Le Figaro aujourd'hui, La Croix, Ouest France, j'en oublie pas, des radios. Georges a été installé pendant longtemps à Jérusalem pour couvrir la question palestinienne, puis à Bagdad. Il continue aujourd'hui avec son confrère Christian Chesneau à nous livrer des ouvrages passionnants sur ces terres. Alors pour ne citer que les derniers, moi j'ai en tête ceux que j'ai lus, l'un qui traite des questions qataries, qui s'appelle Les secrets du coffre-fort et qui est assez intéressant pour décrypter les enjeux de ce tout petit pays, mais prépondérant sur la scène internationale. Il y a plus récemment Les chemins de Damas, et le dernier, qui est là d'ailleurs, je fais de la pub au passage, nos très chers émirs, qui sont-ils vraiment nos amis, qui est un livre très intéressant et qui traite évidemment de quelques histoires politico-politiciennes parisiennes ou françaises, mais aussi beaucoup plus largement des enjeux qui sont ceux du Moyen-Orient aujourd'hui. Alors, les crises, on en parle beaucoup. Georges va nous parler aussi des visions des dirigeants de ces petits États ou grands États et qui, espérons-le, sauront nous emmener vers de nouveaux projets. Aujourd'hui, Felipe l'a rappelé, nous travaillons pas mal au Moyen-Orient. Moi, je fais partie des gens qui pensent que c'est un véritable endroit pour continuer à nous exprimer et avancer plus loin. Donc, Georges, à vous. Merci. Merci. Donc je vais vous parler effectivement surtout de ce golfe persique ou arabo-persique qui
qui est derrière moi. Et comme vous l'avez dit, effectivement, ces pays sont à la fois un petit peu semblables, mais aussi assez différents. Ils sont semblables, à l'exception, je dirais peut-être du Yémen, parce qu'ils sont fondamentalement des pays à structure et à tradition tribale et bédouine. Historiquement, ces pays ne connaissaient pas de frontières, et donc c'était des tribus qui passaient d'un coin à un autre, etc. Et qui ensuite se sont sédentarisées, fixées, ces tribus qui se chamaillaient beaucoup. Et par exemple, la tribu de l'actuel émir du Qatar, les Beni Tamim, c'est donc le Qatar, vous le voyez, alors je vais utiliser, voilà. Le Qatar qui est ici, ce petit pays qui est grand comme 2 fois la Corse, hein, eh bien, les Beni Tamim, ils viennent du Najd, qui est une province saoudienne. Ils ont émigré à la fin du 19e siècle. Donc, alors, culture tribale et bédouine, qu'est-ce que ça veut dire ? Et c'est important pour vous qui allez être amenés ou qui êtes déjà amenés justement à négocier avec ces gens-là, parce que c'est fondamentalement leur ADN. Ils ont beau être propriétaires de magnifiques hôtels ou résidences au 235 rue de Rivoli, hein, comme le Cheikh Hamad, l'émir du Qatar, ce sont des gens qui restent des bédouins, et donc chez eux, par exemple, le week-end, ils n'aiment rien tant qu'aller sous leur tente. Voilà, c'est la tradition bédouine, on se retrouve sous la tente. Alors évidemment, aujourd'hui, ce sont des tentes climatisées, non plus comme il y a 50 ans, des tentes où il faisait plus de 50 degrés. Mais voilà, il y a cet aspect-là, donc la tradition tribale, on se rencontre sous la tente dans le désert. Ça veut dire aussi un certain nombre de coutumes aussi, en particulier la justice tribale, hein, c'est pas spécifique d'ailleurs au Golfe, on le retrouve aussi cet aspect-là beaucoup dans des pays comme l'Irak, hein, qui est un pays fondamentalement aussi de tribus, et donc ça veut dire que eh bien, la justice tribale, elle prévaut sur la justice de l'État, souvent. Et donc, eh bien, lorsqu'il y a un accident, lorsqu'il y a un jeune d'une tribu qui est renversé par un membre d'une autre tribu, eh bien, cette tribu doit payer le prix du sang. Donc ça, c'est quelque chose qui est encore assez prégnant dans l'esprit des gens du Golfe. Il y a aussi... Alors, ces gens-là aussi ont l'habitude aussi, et c'est un lien avec un petit peu le livre qu'on a écrit, ils pratiquent aussi le clientélisme. On appelle les dirigeants de ces pays les rouleurs, c'est-à-dire, c'est en général parfois ou souvent le chef de la plus grande tribu, celui qui a réussi à soumettre l'ensemble des tribus, comme au Qatar ou comme en Arabie Saoudite, où il y a eu le pacte entre les Wahhabites et les Saouds. Et donc, la gestion du pays, c'est une gestion qui se fait en partie par clientélisme, c'est-à-dire la répartition de la manne se fait en attribuant des fonds, des cadeaux, de l'argent aux grandes tribus du pays qui vont elles-mêmes redistribuer cet argent. Et donc ça, il faut en avoir conscience aussi, parce que lorsque, évidemment, nos hommes politiques se pressent à Doha ou ailleurs, avec plus ou moins des intentions, comment dirais-je, bienveillantes, etc., eh bien, on peut leur remettre ce qu'on appelle le bol bédouin, l'ikramiya en arabe, c'est-à-dire c'est un petit cadeau. Alors effectivement, ce cadeau, il peut aller d'une Rolex à quelques milliers d'euros à une Rolex ou un Patek Philippe de 85 000 euros que l'émir Cheikh Hamad offrira à Bruno Le Maire lorsque ce dernier lui fera faire un petit tour de Paris en 2009. Et Bruno Le Maire, qui a bien réagi, il a pris la montre, parce qu'effectivement, on ne refuse pas un cadeau dans la tradition bédouine, mais il ne l'a pas pris pour lui, il l'a remise, cette belle montre, au
au coffre du ministère de l'Agriculture et à notre connaissance aujourd'hui elle se trouve au musée national. Mais voilà, donc tout ça fait partie de ces traditions. On en parlait tout à l'heure avec M. Habib aussi. Donc il y a un certain nombre de codes à respecter. Voilà, on ne refuse pas non plus, comme le faisait un de nos précédents présidents de la République, quand vous arrivez, eh bien, il vous offre une espèce de boisson assez pas très agréable, un peu âcre, hein, qui est très amère. Voilà. Et donc là, évidemment, vous ne refusez pas ça. Et donc Nicolas Sarkozy lui a dit non, j'en veux pas. Non, ça ne m'intéresse pas. Donc évidemment, là, ce n'est pas une bonne façon d'entrer en matière. Voilà, il faut refuser, vous trempez vos lèvres, et puis vous dites merci, et puis tout va bien, parce qu'après, il y aura du meilleur café qui arrivera, etc. Mais tous ces codes comptent. Ne pas non plus montrer ses talonnettes, ne pas être dans cette posture-là, si vous voulez. Parce qu'alors là, ça m'est arrivé, moi, en Irak, à Bagdad, je déjeunais avec un chef de tribu, hein, etc. Et effectivement, je me tenais comme ça. Et le monsieur en face, qui était un bon bédouin, il n'avait pas fait Polytechnique, hein, mais il m'a dit non, ça c'est pas possible, ça. Donc voilà, on m'a fait comprendre, il fallait pas. Donc voilà, ce sont des attitudes, mais encore une fois, ces attitudes-là, ce qui est surprenant, c'est que nos éminences, parfois, les font leur et n'écoutent pas. Et ça, c'est tout un certain nombre de codes qui sont très importants. J'y reviendrai tout à l'heure sur d'autres aspects. Donc voilà, donc ça c'est ce qui les rassemble. Effectivement, il y a cette pratique du clientélisme. Alors effectivement, l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats, un peu moins le Koweït parce que c'est un émirat relativement plus discret, ont pris l'habitude effectivement de financer un certain nombre de campagnes électorales dans des pays qu'ils jugent essentiels pour leur sécurité, c'est-à-dire avec lesquels ils ont passé des accords de défense ou signé des contrats militaires, c'est-à-dire les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France. Donc voilà, donc ça fait partie de leur tradition. Mais au-delà de ces similarités, il y a quand même des différences entre ces pays. Alors je commencerai par le pays le plus important. On voit d'ailleurs par sa taille qu'il est évidemment celui qui est le plus important, c'est l'Arabie Saoudite. Qui est en gros un petit peu, qui joue le rôle un petit peu de Moscou vis-à-vis des satellites du temps de l'Union soviétique, c'est-à-dire les autres Émirats, le Qatar, les Émirats arabes unis, Koweït, Oman avec un peu plus de difficulté parce qu'Oman a toujours une posture assez indépendante et autonome, eh bien, n'ont pas une grande marge de manœuvre par rapport aux grands frères saoudiens qui dictent ses choix. L'Arabie Saoudite, alors, est un pays particulier parce que les autres ont été colonisés, en général par les Britanniques, le Qatar, les Émirats arabes unis, Koweït, etc. L'Arabie Saoudite n'a jamais été colonisée. Et c'est ce qui fait que c'est un pays qui se considère un petit peu comme un mini-empire du milieu. C'est-à-dire les Saoudiens n'aiment pas trop qu'on aille fouiner dans leurs affaires. C'est un pays qui se considère exceptionnel parce que, à juste titre, parce qu'il abrite les lieux saints de la Mecque et de Médine, les lieux les plus saints de l'islam, qui sont d'ailleurs un territoire interdit aux non-musulmans. Donc l'Arabie Saoudite a conscience de jouer un rôle particulier dans le monde musulman. Et donc l'Arabie Saoudite, grand pays, qui aujourd'hui est un pays quand même assez fragile parce qu'il est exposé à un certain nombre de menaces à la fois intérieures et extérieures. Les menaces intérieures, c'est essentiellement la menace djihadiste, hein, qui est représentée, incarnée par Daesh, par Al-Qaïda avant. Il faut quand même se souvenir que 15 des 19 pirates du 11 septembre étaient saoudiens, Oussama Ben Laden lui-même est d'origine yéménite de l'Hadramaout, mais ayant grandi toute sa famille, grand businessman d'ailleurs à Jeddah, sont des Saoudiens. Donc l'Arabie Saoudite est menacée de l'intérieur par les djihadistes, hein, qui ont perpétré de nombreux attentats dans les années 2004, 2007, des années de sang qui étaient extrêmement violentes, y compris
un monsieur Thalès y a laissé la vie en 2006. Il y a eu un monsieur Total qui a eu beaucoup de chance parce qu'il s'est retrouvé sur son toit, je crois que c'était à Yambu en 2007, lorsque des djihadistes sont pénétrés dans sa maison. Et il a eu la présence d'esprits de mort. Ce sont des maisons qui n'ont pas de toit. Effectivement, il est allé se planquer sur le toit. Il s'est couché. Et les djihadistes sont montés chez lui, ont tiré sur tous les tableaux qui représentaient des femmes, etc. Et ensuite, ils sont partis. Donc, l'Arabie saoudite a affronté des années extrêmement difficiles, dans les années 2004-2007, et a réussi, en gros, à vaincre la menace islamiste grâce à une coopération assez forte avec les services de renseignement américains, la CIA, aussi en exportant aussi un petit peu ces djihadistes, en leur disant chez nous, c'est haram, c'est pas bien de faire le djihad, mais enfin, si vous pouvez aller faire le djihad en Irak, comme il se trouvait qu'à l'époque, l'Irak était occupé par les États-Unis, voilà, allez-y, etc. C'est ce qu'a fait aussi Ali Abdallah Saleh au Yémen, en disant le djihad, c'est pas bien chez moi, mais en revanche, c'est bien chez les autres. Donc il y a eu cette menace qui a été jugulée, mais il faut savoir aussi qu'en Arabie saoudite, qui est le berceau du wahhabisme, cette doctrine ultra-rigoriste de l'islam, à laquelle se rattache d'ailleurs Daesh, eh bien, vous avez grosso modo, c'est difficile d'établir des statistiques, mais une proportion probablement de 20% de gens qui adhèrent à l'idéologie de Daesh. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important, qui est ancré dans les mœurs. L'Arabie saoudite est un pays où, si vous voulez, le système éducatif est un autre temps. C'est un système qui est non pas basé sur l'islam. S'il était basé sur l'islam, ce serait très bien, mais il est basé sur le wahhabisme. Or, le wahhabisme, comme je vous disais, c'est une version ultra-rigoriste de l'islam, dans laquelle il est permis de tuer un mécréant, dans laquelle il est permis de s'en prendre à toutes les représentations, les tombeaux, etc. Exactement ce que fait aujourd'hui Daesh. Donc, le système éducatif saoudien, c'est un des talons d'Achille de ce pays parce qu'il forme des gens qui, à 18 ans, ou ils peuvent devenir djihadistes, ou alors, eh bien, je dirais, ils pètent les plombs. Parce qu'il faut savoir qu'un tiers du cursus scolaire saoudien, dans les écoles publiques, du cours préparatoire au baccalauréat, c'est l'enseignement de ces principes wahhabites. Un tiers. Alors, les Saouds, le roi, toute la famille princière, ne sont pas des wahhabites. Lorsque dans notre livre, par exemple, on parle du wahhabisme, lorsqu'en France, vous entendez les hommes politiques qui, à juste titre, disent il faut lutter contre le wahhabisme, qui est cette doctrine, effectivement, qui sous-tend à la fois le Daesh et l'Arabie saoudite, eh bien, les autorités saoudiennes, nous ne sommes pas des wahhabites, tout ça est un concept inventé par la presse, etc. Donc, ils pratiquent une sorte de déni de réalité. Mais ce qu'il faut savoir, donc, c'est que ceux qui ont vécu en Arabie saoudite l'ont vu, les religieux, donc les wahhabites, détiennent un certain nombre de portefeuilles ministériels, l'éducation, la justice en particulier. Et la police religieuse aussi, c'est le seul pays au monde où vous avez une police religieuse qui ordonne aux Saoudiens et aux autres eh bien, de prier 5 fois par jour, de fermer vos boutiques à 13h, etc. Et si vous ne le faites pas, vous recevez un petit coup de bâton sur les mollets. Alors, le roi Salman a commencé de rogner les ailes de cette police religieuse, mais il ne peut pas aller trop loin parce qu'il ne peut pas rompre ce pacte fondateur avec les wahhabites. Et par exemple, dans notre livre, on aborde la question du financement du terrorisme. Vous savez, c'est très à la mode de dire, effectivement, l'Arabie saoudite finance Daesh. Alors, c'est en grande partie faux, parce que ce ne sont pas les autorités saoudiennes qui vont financer Daesh, puisqu'elles sont elles-mêmes victimes de Daesh et la cible de Daesh, parce qu'il faut savoir que le roi d'Arabie saoudite, eh bien, n'a aucune légitimité sur les lieux saints de la Mecque et de Médine, puisqu'il n'est pas wahhabite. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, je crois que c'est une quinzaine d'années, le roi s'est affublé du titre de protecteur des lieux saints de la Mecque et de Médine. Or, le calife de Daesh, qui doit aujourd'hui se trouver plus à Mossoul parce qu'il craint pour ses
pour ses eaux, mais dans une zone qu'on estime ici entre la vallée de l'Euphrate parmi les tribus qui lui sont loyales, eh bien, Abou Bakr al-Baghdadi, lui, sa tribu descend du prophète, les Quraysh. Et donc, quand il dit « Moi, je revendique la Mecque et Médine et j'appelle les gens à faire tomber ce régime impie d'Arabie Saoudite », eh bien, il a, lui, une légitimité à dire ça, parce qu'effectivement, il descend de cette tribu qui descend du prophète. Donc, les Saoudiens sont extrêmement embarrassés. Et donc voilà, donc danger intérieur et puis aussi danger extérieur, et bien parce qu'il y a Daesh. Vous voyez, l'Irak est ici, toute cette frontière, elle est quand même extrêmement longue, elle est dans le désert. Alors Thalès a réussi à construire une espèce de mur électronique, voilà, qui permet de repérer les passages, mais alors. Vous êtes dans des zones, alors là, éminemment tribales, et vous avez la tribu ici des Chamars qui est là, mais qui a une extension ici, les Chamars en Irak, et une extension ici en Syrie. Et donc, si vous voulez, on appelle ça c'est la zone des trois frontières, et les tribus, elles, depuis la nuit des temps, comme je vous disais tout à l'heure, ne reconnaissent pas les frontières. Et donc, depuis la nuit des temps, ces tribus font du commerce, font du trafic, et la loyauté est d'abord une loyauté, comme je vous disais, tribale. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans tous ces régimes, il y a toujours, auprès du roi, un responsable, un bureau des tribus, qu'on appelle un bureau des tribus, pour gérer justement toutes ces tribus qui sont difficiles à gérer, les tribus sont des gens qui n'ont pas justement un grand nationalisme, comme vous l'avez deviné, mais elles, ce qui les intéresse, c'est de faire du business, c'est de faire de la contrebande et d'être maîtresse sur leur circonscription. Saddam Hussein l'avait bien compris, lui, parce qu'il y avait une chose il avait délégué en quelque sorte la sécurité aux tribus sur leur territoire, en disant, écoutez, faites vos petits trafics, mais en revanche, vous m'aidez à lutter contre les opposants, etc. Donc là aussi, on voit bien l'aspect très tribal. Donc Daesh qui menace, donc c'est une crainte pour l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite aussi a très peur, alors voilà, est obsédée par la menace au Yémen, là, qui est, alors le Yémen, si vous voulez, en trois mots, c'est la seule république de toute cette région où on trouve des monarchies. Donc le Yémen, ça a toujours été un petit peu la brebis galeuse. Hein. Pour les Saoudiens ont toujours dit que les Yéménites, c'était des gens qui ne leur ressemblaient pas, et ils étaient différents, etc. Et ce qui est vrai, le Yémen, pour le coup, ce sont des guerriers. Les Saoudiens ne sont pas des guerriers, hein. Ce sont le premier acheteur d'armes au monde, ce qui est très bien pour certaines entreprises et certains journaux, mais ils ne savent pas utiliser les armes. Donc, alors qu'au Yémen, c'est un peuple de guerriers. Quand vous promenez dans les rues de Sanaa, vous avez tout Yéménite qui se respecte, qui a la djambia, la dague là, accrochée à la ceinture. Et donc, c'est un pays qui a, par exemple, Oussama Ben Laden vient du Yémen, et la plupart de ces j'ai écrit les mémoires de son ancien garde du corps, qui est d'origine yéménite, et effectivement, toute la garde rapprochée de Ben Laden, c'était des Yéménites. Donc, le Yémen, alors, pays pauvre par excellence, pays où l'influence des tribus alors, est largement supérieure à l'influence de l'État, de Sanaa, parce que le Yémen a été longtemps divisé entre un Yémen du Sud et un Yémen du Nord. Pendant la guerre froide, soviétiques et américains s'affrontaient ici. Donc voilà, le Yémen, c'est un pays quasi failli qui aujourd'hui subit une offensive des pays du Golfe emmenée par l'Arabie Saoudite, parce que les Saoudiens craignent la création d'un Hezbollah chiite yéménite. Un peu comme il y a un Hezbollah chiite libanais ici. Les Saoudiens sont obsédés par cette menace-là, qui est aujourd'hui une menace réelle. Et l'Iran, on est dans cette guerre dont on parlera plus tard, entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, qui instrumentalise la religion, les sunnites pour l'Arabie, les chiites pour l'Iran, ou leurs cousins zaïdites, comme c'est le cas au Yémen. Eh bien, l'Arabie Saoudite s'est lancée dans une opération militaire extrêmement risquée au Yémen depuis 2 ans.
dont elle n'arrive pas à sortir parce que justement, le Yémen, il y a eu une intervention, il y a eu une guerre au Yémen dans les années 60, l'Égypte a été intervenue, l'Égypte y a laissé beaucoup de plumes. Donc c'est un pays qui est vraiment tout à fait à part. C'est un pays dont on ne parle pas, y compris dans la presse, parce que c'est un pays très pauvre, c'est un pays extrêmement compliqué, avec, comme je vous disais, un pouvoir central historiquement faible, des tribus fortes. Al-Qaïda et Daesh qui se sont implantés, notamment à Mukalla, avec une bienveillance saoudienne pendant longtemps, ce qui a provoqué la colère des Émirats arabes unis, qui, je vous en parlerai là, eux, ils sont tout à fait anti-islamistes. Donc ils ont réussi à virer Daesh et Al-Qaïda de Mukalla, mais voilà, aujourd'hui, vous avez Daesh et Al-Qaïda qui sont dans ces régions-là, auprès de tribus qui leur sont loyales. Il y a quand même, pour la France, un intérêt important, parce que le premier investisseur étranger au Yémen, c'est Total, avec le site de Balaf. Voilà. Et là, on est vraiment aussi là dans un pays à structure tribale. Et d'ailleurs, l'Arabie saoudite, longtemps, a géré le Yémen. Voilà, il y avait le prince sultan qui arrosait un certain nombre de tribus. Voilà. Et donc, à partir de là, eh bien, l'Arabie saoudite préservait ses intérêts. Donc voilà, l'Arabie saoudite, pays qui est extrêmement fragile quand même. Pays aussi qui est confronté à un problème important, c'est que c'est le seul pays finalement qui a une vraie population. Les autres, le Qatar, c'est 150 000 autochtones, hein, donc c'est rien. Les Émirats, c'est 900 000, donc c'est pas grand-chose. Koweït, c'est pareil, c'est quelques centaines de milliers. L'Arabie saoudite, c'est plus de 20 millions de personnes. Et c'est un pays qui a des pauvres. C'est un pays qui a des chômeurs. Et c'est un pays dans lequel il y a une jeunesse qui s'ennuie profondément. Parce que quand vous avez 18 ans en Arabie saoudite, qu'est-ce que vous avez? Il n'y a pas de bar, il n'y a pas de cinéma. Alors il y a des malls, bon, vous allez draguer un petit peu dans les malls, mais c'est quand même assez limité. Et donc, c'est une jeunesse qui s'ennuie et qui peut être justement attirée par les sirènes du djihadisme. Et donc, le prince Mohammed Ben Salman, là, surnommé MBS, le fils du roi Salman, jeune homme de 32 ans, eh bien, il s'est dit, il faut qu'on occupe ces jeunes. Donc, il faut qu'on occupe ces jeunes. Et donc, il a dans son plan, dans sa vision 2030, hein, eh bien, l'idée, par exemple, d'ouvrir des salles de divertissement, d'ouvrir des cinémas, des salles de concert. Il y a eu, il n'y a pas longtemps, pour la première fois en Arabie Saoudite, à Jeddah et même à Riyad, je crois, il y a eu un concert. Ce qui était une chose qui n'existe plus depuis 30-40 ans. Alors qu'avant, il y a 40 ans, Jeddah, vous aviez des femmes qui se promenaient en mini-jupe, qui n'étaient pas voilées. Mais donc l'Arabie saoudite est confrontée à cette menace aussi d'une jeunesse qui s'ennuie et qui peut verser dans le djihadisme. Et surtout, elle est confrontée, elle aussi, à la chute des cours du pétrole. Et donc, la nécessité de préparer l'avenir. Ce qu'ont fait avant elle les Émirats arabes unis, qui se sont lancés dans les énergies renouvelables, ce que fait aussi le Qatar. Voilà, l'Arabie saoudite, ce jeune homme, il est intéressant, ce prince Mohammed bin Salman. Bon, il est très jeune, il est impulsif, il a coupé le reste des princes du roi, mais il s'est dit, on a beaucoup d'argent, effectivement, l'Arabie saoudite, premier producteur mondial de pétrole, on achète beaucoup d'armes, mais on ne sait pas s'en servir, et puis on a une jeunesse qui s'ennuie, etc. Donc, effectivement, il faut la faire travailler, il faut l'occuper, il faut lui créer des emplois. Simplement, les jeunes saoudiens, à 90%, eux, ils travaillent dans la fonction publique. Parce que, bon, la fonction publique en Arabie saoudite, vous arrivez à 9h le matin, vous commencez par boire un thé, et puis vous travaillez de 10h à 11h30. Et puis à 13h, vous vous arrêtez pour prier, à 14h, vous rentrez chez vous. Donc, en gros, ils travaillent très peu. Et c'est effectivement tout un volant d'étrangers venant de l'Asie du Sud-Est ou d'experts britanniques, américains, parfois français, qui font tourner la machine. Mais MBS s'est dit, ça ne peut plus durer comme ça. Donc, eh bien, faisons travailler nos jeunes. Donc, ça veut dire, eh bien, diversifier l'économie et aussi
eh bien, que les Saoudiens, parce que l'Arabie est confrontée à une crise budgétaire avec la chute des cours du pétrole, a beaucoup moins d'argent, eh bien, ça veut dire il faut aussi que les Saoudiens payent des impôts, par exemple. Ils vont instaurer, tous ces pays-là ont instauré, il n'y a pas longtemps, ou vont instaurer la TVA, ce qui n'existait pas. L'impôt sur le revenu dans tous ces pays-là n'existe pas. Et donc là, MBS a dit aux gens, vous allez payer des impôts maintenant, on va vous réduire les subventions sur l'électricité, sur le gaz, etc. Parce qu'avant, comme la vache à lait était extrêmement généreuse, mais ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, donc il y a eu une réduction des subventions. Et donc l'Arabie Saoudite est confrontée à ce problème-là, et on le retrouve d'ailleurs aussi dans les rapports qu'ils ont avec les sociétés étrangères. Maintenant, les Saoudiens demandent, alors ils avaient commencé il y a un certain nombre d'années, de saoudiser les emplois. Ils demandent à la fois un transfert de technologie, lorsque vous avez une société française dans l'industrie de l'armement ou dans l'industrie autre qui veut réaliser un investissement en Arabie Saoudite. Maintenant, il y a un cahier des charges, il faut qu'il y ait un transfert de technologie, il faut que vous nous envoyiez des gens, mais qui forment nos gens, pour donner aux jeunes, justement, du travail. Donc ça change un petit peu la donne, mais c'est un pays donc, qui est vraiment à un moment carrefour, mais qui aussi a longtemps été gouverné par des messieurs très âgés. Il y a eu Abdallah qui est mort à 92 ans. Aujourd'hui, on a Salman qui a 82 ans, avec ce fils MBS extrêmement ambitieux, qui n'est pas le prince héritier. Le prince héritier, c'est son cousin germain, Mohamed bin Nayef, qui, lui, est justement l'homme de l'antiterrorisme, celui qui a gagné la guerre contre Al-Qaïda. Pour en finir avec l'Arabie, quand on préparait notre livre, là, on a vu un monsieur d'un certain âge, un ancien de la DGSE, qui a été en poste là-bas pendant 13 ans. Et il nous a dit, l'Arabie Saoudite, et c'est important pour les industriels, c'est quoi l'Arabie Saoudite? L'Arabie Saoudite, c'est une immense pompe à essence de laquelle sortent de nombreux tuyaux. Les tuyaux, chaque tuyau, c'est un prince qu'il faut graisser pour que l'essence coule et que les industriels aient un contrat, etc. Et effectivement, le système d'octroi des contrats se fait souvent par l'intermédiaire d'un prince qui, justement, sert d'intermédiaire, un peu de sponsor à la société. Donc ça, voilà. Alors, simplement, cette image aussi, elle est intéressante parce qu'il faut choisir le bon tuyau. Si demain votre société veut s'implanter en Arabie Saoudite, etc., bien, elle devra trouver le bon sponsor, le bon tuyau qui lui permettra d'accéder à l'autorité suprême qui, in fine, signera et dira on fait le deal avec X, Y, Z en France. Alors, la France a longtemps eu une bonne connaissance des réseaux saoudiens parce que l'Arabie Saoudite a été notre partenaire. Après la guerre de 67, des 6 jours, on a voulu sécuriser nos approvisionnements pétroliers. Il y avait la posture de Gaulle qui a plu aux Saoudiens. Voilà, la France a remporté à l'époque des grands contrats, qui est une époque qui est un petit peu révolue d'ailleurs. Comment dirais-je, alors voilà, il faut quand on veut travailler en Arabie Saoudite, moi je vous conseille d'acheter, il y a une société britannique qui fait ça, c'est un immense arbre généalogique de la famille princière. Quand on faisait notre livre sur le Qatar, les secrets du coffre-fort, un jour, on voyait un petit bonhomme qui est un cousin de l'émir, qui fait partie de la famille, mais qui était quelqu'un assez iconoclaste, qui était assez réaliste, mais qui ne craignait pas de dire les choses telles qu'elles sont. Évidemment, comme tout bon Qatarien qui se respecte, il avait son appartement à côté de la place Victor Hugo, et on se voyait le dimanche matin près de la place Victor Hugo, et je l'ai vu arriver avec un ballot sous le bras, etc. Et il me dit, ça c'est un cadeau pour vous. Et donc j'ai ouvert le truc, et donc c'était 2 mètres carrés de l'arbre généalogique de toute la famille, avec les princes justement, depuis celui qui avait fondé le Qatar, etc. Et avec ensuite celui qui est le prince Mayassa, la princesse, la sœur de Tamim s'occupe de la culture, l'autre s'occupe des chevaux, l'autre s'occupe, etc. Et donc ça c'est très important, on veut faire des affaires, d'avoir cet arbre généalogique de la famille royale saoudienne ou
ou qatarienne. Donc voilà, il faut bien choisir les princes. En France, on a longtemps travaillé, notamment dans le domaine de l'armement, avec un prince qui s'appelait le prince Sultan, qui était un des fils du fondateur, effectivement. Et donc toutes nos relations se sont fortifiées à travers lui. Et voilà, simplement, on n'a pas vu à un certain moment, justement dans ces dernières années, avec la passation de pouvoir, eh bien que les tuyaux avaient changé. Et que bien, le prince Sultan, après sa mort, d'autres princes, parce qu'évidemment, tous ces princes se chamaillent entre eux quand même, parce que derrière tout ça, il y a à la fois le pouvoir, mais le pouvoir, c'est comme on dit en arabe, c'est le flous. Hein. Donc il y a une lutte sévère entre ces princes pour maîtriser les bons tuyaux, quoi. Et on a beaucoup parié en France sur certains princes, sur le clan Sultan, et on n'a pas vu justement, avec l'arrivée au pouvoir de Salman et de son fils, le fameux MBS, eh bien, qu'il y avait un changement. Il y avait un changement important, que ceux qui comptent aujourd'hui ne sont plus ceux qui comptaient hier. Donc voilà, donc il faut être conscient de tout ça. Sinon, alors si on passe en revue ensuite, alors le Qatar, bon bah vous connaissez, vous y êtes, bon c'est un petit pays aussi wahhabite. C'est le seul pays aussi avec l'Arabie Saoudite wahhabite parce qu'en gros le Qatar, c'est une excroissance saoudienne. Dans les années 93, d'ailleurs 94, le Qatar commençait déjà à remuer un petit peu trop, et donc les Saoudiens ont avancé leurs chars là pour dire au Qatar, attention, n'en fais pas trop. Donc le Qatar, c'est un tout petit pays, effectivement, qui a fait beaucoup parler de lui, notamment en France, entre 2007 et 2013, parce que sous Nicolas Sarkozy, il y avait une grande chaleur, une grande intensité des relations. Sarko avait fait du Qatar son allié stratégique dans la région, ce qui était une erreur, parce que aussi dynamique soit-il, aussi riche soit-il, vous voyez, quand vous regardez le Qatar par rapport... voilà, il y a une réalité géopolitique qui quand même finit par s'imposer. Donc le Qatar, c'est un peu la grenouille qui se prend pour le bœuf. Donc, mais bon, Sarko avait misé sur le Qatar, ce qui avait évidemment déplu beaucoup à nos amis saoudiens. Parce qu'à l'époque, le Qatar et l'Arabie Saoudite, ces deux tribus, cousines, mais se chamaillaient beaucoup parce que les Saoudiens, donc comme vous l'avez compris, c'est venez pas nous embêter chez nous, nous on vous embêtera pas chez vous, et voilà, faisons les choses discrètement. Ça aussi, c'est très important pour des industriels. C'est que si vous voulez aller signer un contrat, etc., d'abord, il faut avoir beaucoup de temps. Parce que les tribus, les Bédouins dans le désert, bah, ils ne réagissent pas comme nous, ils n'ont pas un métro à prendre à 13h30 pour rentrer à leur journal, etc. Donc il faut être patient. La patience est belle, comme on dit en arabe, donc il faut accepter de boire du thé, il faut accepter qu'on vous fasse attendre. Hein. En général, d'ailleurs, les autres qui reçoivent, nous dans notre livre, on donne la liste des temps d'attente. Chirac, pourtant qui était leur président favori, attendait 3-4 heures au palais avant d'être reçu par le roi. Michel Liot-Marie, 6-7 heures, Hervé Morin, 5-6 heures, mais lui, il revenait avec un cheval parce qu'au moins, il y avait ce sont des Bédouins qui aiment bien le cheval. Et donc avec Morin, qui est un passionné de cheval, donc au moins, s'il ne parlait pas de défense, il parlait de chevaux. Mais donc voilà, donc il faut être patient. Voilà, c'est quelque chose d'important et pas se lancer dans une espèce de pressing qui est mal vu par ces pays-là. Donc le Qatar a fait... Les Saoudiens disaient le Qatar, c'est une société de communication. Donc ils riaient sous le cap, parce qu'effectivement, quand vous voyez le rapport de force, ils voyaient un dirigeant qatarien, l'émir Hamad, qui s'agitait, qui avait son copain Sarko, etc., sa seconde épouse magnifique, la chère Moza, mais ils savaient que finalement tout ça ne reposait pas sur des fondamentaux extrêmement solides. Et je vous passe un certain nombre de détails, mais le Qatar a beaucoup investi dans les révolutions arabes, misant sur ses partenaires historiques, qui sont les frères musulmans, pour essayer justement de contrôler un petit peu l'émir Hamad, hein, qu'on a vu le 14 juillet 2008 avec sa femme à Paris, qu'on voyait souvent, parce qu'on le voit d'ailleurs assez souvent, puisqu'il a son 800 mètres carrés au 235 rue de Rivoli, était convaincu que les frères musulmans étaient l'avenir du monde arabe et qu'à travers l'influence qu'il avait sur les frères musulmans, qu'il avait hébergés chez lui lorsque Nasser les avait expulsés d'Égypte, lorsque Assad
Syrie les avait expulsés, lorsque en Tunisie Ben Ali les avait expulsés, lui les avait tous ramassés, et donc il avait chez lui toute cette palette de dirigeants qu'il a ensuite réinjecté en 2011. Et c'est vrai que c'était le seul parti qui était à peu près structuré, les frères musulmans. Et à l'époque, aussi bien les Américains qu'à Paris, on disait pourquoi pas, parions sur l'islam politique. C'était le fameux discours d'Alain Juppé à Lima où on dit chiche, surprenez-nous. Et effectivement, c'était un pari qu'on pouvait peut-être tenir, mais l'échec de Morsi en Égypte a été de ce point de vue-là, catastrophique, parce que là, il a signé aussi l'échec de l'islam politique. Et c'est d'ailleurs à partir de là, je pense que les Américains ont dit à l'émir père du Qatar qu'il fallait qu'il se calme. Parce qu'en gros, et pour faire rapide, ce petit pays, voilà, hein, qui, encore une fois, moi j'ai la tendance à dire, le Qatar, c'est Angers, quoi, c'est 150 000 habitants. Mais c'est un pays quand même, lors de la guerre en Libye, le drapeau qatarien flottait dans la War Room, aux côtés du drapeau français, américain et britannique. Donc l'émir Hamad se sentait un peu le maître du monde arabe. Et effectivement, il avait l'objectif de, à travers ses relais frères musulmans, eh bien, d'être proche du nouveau pouvoir syrien, que Bachar allant tomber incessamment sous peu, proche du nouveau pouvoir égyptien, proche du nouveau pouvoir tunisien. Voilà, donc le Qatar, etc. Et c'est un pari qui a été fait et qui a été perdu. Et c'est ce qui explique ensuite qu'en partie, qu'en 2013, vous avez vu, alors bon, on peut dire plein de choses sur le Qatar, effectivement, il faut dire que l'émir père, sur lequel donc j'ai un petit peu tapé là, c'est quand même un type qui a été visionnaire, parce qu'il a eu la bonne idée en 1994 de renverser son père, qui alors lui c'était le bon bédouin qui ne voulait surtout pas prendre de risques et qui gérait sa fortune et la fortune naissante de son pays, le gaz, comme un bon père de famille. Et donc l'émir fils a profité d'une visite du père à l'hôtel du Rhône à Genève pour le démettre et pour surtout exploiter ces réserves de gaz que le père ne voulait pas exploiter. Donc l'émir du Qatar a été visionnaire. C'est un pays qui, effectivement, c'est une success story. C'est comme partout, hein, il y a des bons et des mauvais côtés. Il y a des mauvais côtés, on y reviendra, sur le financement du terrorisme, sur oui, leur pratique un peu excessive de clientélisme. Mais en tout cas, le Qatar, c'est une success story. Il y a 40 ans, le Qatar, c'était des marchands de perles, c'était des Bédouins qui vivaient dans le désert. Aujourd'hui, le Qatar est un pays moderne et qui compte effectivement sur l'échiquier mondial. Alors qui compte un peu moins maintenant parce que justement le fils ayant hérité du père, mais le père justement a eu cette intelligence qui est rare quand même dans ce monde moyen-oriental, c'est de préparer sa succession, puisqu'il a dit au fils, écoute, je te donne le pouvoir en 2013, j'attends pas de mourir pour qu'ensuite, eh bien, qu'est-ce qui serait passé s'il était mort au pouvoir? Probablement que les tribus se seraient chamaillées. Mais au Qatar, le risque, ça n'est pas il y a toujours eu un risque de coup d'État, parce qu'il y a une tradition au Qatar de coup d'État, mais interne à la famille. Le père a renversé son père. Hamad avait renversé son père en 1994. Khalifa, avant, avait renversé son oncle. Donc, si vous voulez, il y a toujours cette querelle au sein de la famille. Il faut savoir que le Tamim, l'émir du Qatar, qui est né de la deuxième alliance de l'émir avec la Scheherazade, parce qu'en général, la première femme, c'est une cousine qu'on vous a attribuée pour que le pactole reste au sein de la famille. Mais bon, l'émir Hamad, lui, il en avait un peu marre de sa première femme. Donc, et puis bon, c'est une société polygame. Ça aussi, c'est une caractéristique de la société. Donc, la deuxième épouse, il l'a choisie, Scheherazade. Ensuite, il a eu 2 autres épouses, parce que bon, un bon wahhabite, on doit avoir 4 épouses. Et donc, en tout, il a 23 enfants. Je vous dis ça simplement, c'est que pour vous dire que parmi ces 23 enfants, il y en a un, voire 2, mais un qui a fait le djihad en Afghanistan en 1993. Donc voilà, l'émir du Qatar a un frère ou demi-frère, il faudrait que je vérifie, qui est un ancien djihadiste. Voilà, et tout ça est assumé. Le Qatar a eu une tradition lorsque l'avion de Ben Laden en 1996 est parti du Soudan pour aller, dont les Soudanais ne voulaient plus, pour aller à Jalalabad en Afghanistan, il a fait une pause à Doha. Le cousin de l'émir père était ami
avec le cerveau des attentats du 11 septembre, Khaled Sheikh Mohammed. Donc il y a au Qatar une tradition effectivement islamiste. Les Qatariens, peut-être pas la famille régnante parce que ce sont des wahhabites éclairés, mais le Qatarien de base, celui que vous croisez dans les rues de Doha, eh bien, ce n'est pas un social-démocrate, c'est un wahhabite, c'est un islamiste pur jus, voilà, dont les amis ce sont des islamistes. Et donc il faut avoir ça en tête aussi, parce qu'on n'est pas dans une société moderne. Donc le Qatar, alors le Qatar aujourd'hui est confronté aussi. Alors le Qatar dispose d'immenses réserves de gaz, comme vous le savez, qui a permis de développer, d'investir. Voilà, le Qatar était très proche de Christophe de Margerie, qui à 2 reprises, l'ancien patron de Total, a littéralement sauvé le Qatar en 1996, lorsque l'émir père a voulu, justement, après avoir renversé son père, eh bien, développer le pays, investir dans l'exploitation du gaz, et notamment le gaz liquéfié. Il n'avait pas d'argent, et donc c'est Christophe de Margerie, Total, qui a investi au Qatar. C'est pour ça que Total, au Qatar, de Margerie, c'est un demi-dieu. Donc le Qatar, à travers ses immenses réserves de gaz, a lancé des projets effectivement un peu pharaoniques, dont le plus emblématique et celui dont on parlera le plus, c'est la Coupe du Monde 2022. Mais on a appris, ça n'a pas dû vous échapper il y a quelques semaines, que, eh bien, après les ambitions un petit peu démesurées du Qatar sur cette Coupe du Monde, eh bien, ils vont réduire de 40% leurs investissements, et au lieu de construire 12 stades, il n'y en aura plus que 8. Et je crois qu'aujourd'hui, l'ensemble des investissements du Qatar en prévision de cette Coupe du Monde, eh bien, se monte à, je crois que ça se monte à 40%, voilà, en gros à 17 milliards au lieu des 28 milliards prévus. Donc voilà, ça montre aussi que ces pays-là doivent se serrer la ceinture, et donc c'est important de le savoir lorsqu'on négocie avec ces pays-là. Enfin, je vous parlerai des Émirats arabes unis, qui est... Alors, bon, les Émirats arabes unis, c'est une fédération d'émirats. Il y a 7 Émirats, dont les 2 plus importants, c'est Abu Dhabi, qui a le pouvoir politique, Dubaï, Dubaï, c'est un peu le show-off, c'est à la fois les tours et les prostituées russes et les grands hôtels. Et puis vous avez des petits Émirats, après Ras El Khaimah, Fujairah, etc. Les Émirats, alors eux, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont sur une ligne aujourd'hui anti-islamiste. Ce sont des gens qui ne peuvent pas supporter l'islam politique. Ils sont évidemment en bisbille avec le Qatar pour ça. Ils s'affrontent en Libye, le Qatar soutenant les islamistes et les Émiriens, eux, ne soutenant pas les islamistes. Donc les Émirats arabes unis, c'est un pays qui, un pays qui a un agenda anti-islamiste qui le rend proche, par exemple, eh bien de l'Égypte, de Sisi. Les Émirats sont un des principaux financiers de Sisi. Ils ne sont pas du tout hostiles à la Russie. Bachar el-Assad, ils n'aiment pas, mais bon, leur ennemi principal, il y a longtemps, ce sont les djihadistes. Et c'est un émirat qui... Aussi, donc, voilà, vous avez en face d'eux, ils ont l'Iran qui leur a chippé, alors c'est l'Iran du Shah, c'est pas l'Iran des ayatollahs, 2 îles, Abu Moussa et Tombe, donc il y a toujours ce conflit territorial. Les Émirats sont aussi obsédés par cette menace iranienne, et cette obsession de la menace iranienne les a conduits, eh bien, par exemple, sans complexe, à acheter du matériel militaire à un petit pays là, qui se trouve là, qui s'appelle Israël, alors qu'en théorie, ils sont en guerre, etc. Donc c'est des gens extrêmement pragmatiques, un peu néocons sur les bords. Notre ami cher Mohamed, MBZ, vous savez, aujourd'hui qu'on a Donald Trump, les amis de Donald Trump, ils sont au Moyen-Orient, ils sont ici, Benjamin Netanyahou, ils sont ici à Riyad, et ils sont ici à Abu Dhabi, parce que ce qui les rapproche, c'est le fait que Trump l'a dit, je ne sais pas s'il le fera, mais il veut mettre un terme, il veut faire reculer l'influence de l'Iran dans cette région, influence qui a grandi depuis 2003, depuis que les Américains leur ont apporté sur un plateau d'argent la moitié de l'Irak, puisque l'Irak aujourd'hui est gouverné par des chiites.
co-religionnaire des chiites iraniens, même si entre eux, ce n'est pas forcément le grand amour. Mais donc l'Iran n'a cessé depuis 12 ans de renforcer ses positions avec, donc, en Irak, en Syrie, avec une alliance historique et ancienne avec Bachar el-Assad. Je rappellerai que la Syrie a été le seul pays arabe à soutenir l'Iran en 1980, lorsque notre ami Saddam Hussein, à qui on avait donné le nec plus ultra de nos armements, s'est mis en tête d'envahir l'Iran. Et donc, effectivement, aujourd'hui, il y a une dette historique de l'Iran à l'égard de la Syrie, et c'est ce qui explique en partie, parce qu'il y a aussi le rôle du Hezbollah libanais, qui explique en partie que l'Iran soutient Bachar el-Assad. Donc les Émirats arabes unis, assez intéressants, et puis beaucoup moins show-off, alors que le Qatar, hein, on dit, par exemple, la presse dit, se trompe, hein, le Qatar rachète la France. Vous vous souvenez, hein, voilà, c'est rigoureusement faux. Le Qatar a investi en France 2 milliards de dollars, etc., sans compter effectivement quelques hôtels, bon, les biens immobiliers acquis par la famille, etc. Mais les Émirats, eux, ils ont un stock d'investissement en France beaucoup plus important. Simplement, ils ne font pas de bruit, et donc ils sont très discrets. Autre particularité, c'est les seuls à être capables de faire la guerre. Vous avez compris que les Saoudiens, eux, ne savent pas faire la guerre. Le Qatar, ils ont une armée lilliputienne, qui est d'ailleurs équipée à 75% par la France. Les Émirats, eux, ils savent faire la guerre, et notamment, c'est eux qui font la guerre au Yémen. Leurs forces spéciales, les chars Leclerc, qui nous ont achetés, sont aujourd'hui au Yémen. Donc c'est un pays qui, effectivement, est très obsédé, très en pointe sur la cybersécurité, avec voilà, cette obsession de se protéger, parce qu'effectivement, en face, ils ont l'Iran. Bon, le voisin saoudien, ce sont des alliés des Saoudiens, mais lorsque vous discutez avec des dirigeants émiratis, vous leur parlez de l'Arabie, et ils ne peuvent rien dire. Ils n'en pensent pas moins, mais ils ne peuvent rien dire, parce que, encore une fois, c'est le rapport du Moscou vis-à-vis de ses satellites. Donc, mais c'est un pays intéressant. Alors voilà, grands investissements, Dubaï 2020 avec l'exposition universelle. Là aussi, du retard dans les projets. L'an dernier, on a annoncé le lancement des projets, etc. Mais aux dernières nouvelles, pas grand-chose n'a avancé. Donc là, bon, comme d'habitude, ils s'y prendront au dernier moment. Abu Dhabi, vous aurez le Louvre qui ouvrira ses portes aussi avec retard. Je crois que ce sera pour décembre 2017. Il y a eu la Sorbonne. Là aussi, je voyais justement un ami émirien l'autre jour qui a longtemps travaillé à la Sorbonne. Alors voilà, on nous dépeint ça en France, dans la presse, comme le symbole de la coopération, la réussite. Non, la Sorbonne, ça a été... La Sorbonne est ouverte, la Sorbonne fonctionne, mais la Sorbonne a été l'exemple, une fois de plus, des erreurs franco-françaises qui ont été commises. On a envoyé des gens là-bas qui n'étaient pas à leur place, et donc les Émiriens en ont eu un petit peu marre. Et puis, ils ont surtout marre, un petit peu, tous ces gens-là, qu'on vienne là-bas et qu'on leur dise, écoutez, vous avez de l'argent, nous on en a moins, vous faites un chèque et on s'en va. Je caricature à peine, parce que c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. On a un problème pour signer un contrat, il y a le président de la République qui va appeler le roi. Et puis après, ce sera réglé. Non, c'est pas comme ça que ça se passe, parce que ces pays-là, effectivement, ce sont des Bédouins. Ils sont restés Bédouins, hein. Mais leurs enfants ont fait Harvard, ont fait le MIT, etc., ont fait Sanders, etc. Et donc, ils sont courtisés par la terre entière, parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Et donc, nous, petits Français, qui arrivons avec notre arrogance traditionnelle, parfois aussi, il faut le dire, on envoie des émissaires là-bas qui ne leur plaisent pas beaucoup. Je ne veux pas lancer une pierre ou être désagréable à l'intention, par exemple, de Français d'origine maghrébine, mais il faut savoir, c'est une réalité, que les gens du Golfe n'aiment pas trop les Maghrébins. Voilà. Surtout les Algériens, parce que bon, leur histoire est différente. Donc voilà, lorsqu'un président de la République envoie un tel originaire de banlieue pour aller négocier, ou un Français d'origine tchadienne, etc., le courant passe mal. Il faut le savoir. Il vaut mieux avoir d'autres émissaires.
Donc voilà, donc la Sorbonne, ça s'est pas très bien passé. Et donc voilà, il faut encore une fois y mettre les formes lorsqu'on deal avec ces gens-là. Ce sont effectivement des bédouins, mais ce sont des bédouins qui, encore une fois, ont de l'argent, nous connaissent beaucoup mieux que nous ne les connaissons, connaissent notre personnel politique sur le bout des doigts, parce que ça fait 40 ans en gros qu'ils financent un certain nombre de campagnes électorales, ça fait plusieurs décennies qu'ils voient nos hommes politiques se relayer là-bas et pour quémander, etc. Voilà, donc voilà, il faut être conscient de tout ça, en gros, il ne faut pas avoir un complexe un petit peu de supériorité, parce que sinon, eh bien, on s'expose à des déconvenues. Et c'est ce qui se passe. Notre François Hollande, à juste titre, en 2013, avait refait de l'Arabie Saoudite le partenaire stratégique de la France. Laissons de côté un petit peu le Qatar. C'était bien, c'était justifié. Mais on a été beaucoup trop complaisant, on a été beaucoup trop, vis-à-vis de l'Arabie Saoudite, parce que la culture aussi bédouine, c'est la culture du chef, c'est la culture du zaïm. Et le chef bédouin, c'est quelqu'un qui se fait respecter de ces gens issus de sa tribu. Et donc, si vous voulez, lorsqu'on donne l'image d'un pouvoir faible ou d'un pouvoir qui veut s'engouffrer dans la brèche pour exister, etc., eh bien, on n'est pas respecté. Et c'est ce qui s'est passé avec l'Arabie Saoudite, où Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, obsédé par la menace iranienne, soucieux de faire plaisir à Israël dans les négociations sur le nucléaire, eh bien, on a fait des tonnes aussi pour faire plaisir aux Saoudiens et aux gens du Golfe, dans l'espoir de concrétiser un certain nombre de contrats. Et donc, et tout ça n'a mené à rien. Le roi Salman avait promis en mars 2015 d'investir 50 milliards de dollars dans l'économie française pour redresser l'économie française. Donc les gens du Quai d'Orsay étaient frétillants parce qu'ils se sont dit, ça y est, on a l'argent, etc. Et bien 3 ans plus tard, sur ces 50 milliards, il y en a 1 milliard ou 2 qui ont été concrétisés parce qu'on apparaît encore aussi aux yeux de ces monarchies, c'est un sous-chapitre de notre livre, comme un partenaire de compensation. En gros, pour eux, le grand partenaire, ce sont les États-Unis. Voilà, l'Arabie Saoudite en 1945 a signé un pacte, sécurité contre pétrole. Voilà, donc la sécurité est entre les mains des États-Unis, et donc ça reste leur grand partenaire. Alors, comme dans un couple, ils se chamaillent, hein, ça arrive assez souvent. En 2001, après le 11 septembre, les Américains, évidemment, n'étaient pas contents, donc il y a eu de la chamaillerie. Que font les Saoudiens à ce moment-là? Eh bien, ils font de l'œil aux Français, qui en général accourent, et... ensuite, évidemment, les Saoudiens se rabibochent avec les Américains parce que c'est le partenaire stratégique important. Et alors, en compensation, ils donnent quelques menus fretins aux Français, des petits contrats qui ne sont pas des contrats négligeables. Dans les années 90, 93, justement, pour récompenser la France, participation française à la coalition qui allait bouter Saddam du Koweït, eh bien, on a signé un certain nombre de contrats. Mais c'est souvent ça, on est souvent quand même le partenaire de compensation. Et on a voulu, un petit peu ces dernières années, profiter d'un supposé retrait américain du Golfe, qui était effectivement un peu vrai, mais aussi largement exagéré, pour dire ben, c'est nous qui allons être ici, qui allons vous aider. Voilà, on a des convergences diplomatiques sur la Syrie, sur l'Iran. Donc voilà, donc il y a eu alors effectivement. Donc ils ont invité Hollande à participer au sommet du GCC, c'est très bien, mais in fine, tout ça s'est traduit par très peu de contrats. Et donc, je vais bientôt m'arrêter parce que je crois que le temps aussi... Voilà, oui, j'ai été un peu plus long. Donc voilà, parce qu'il faut que vous ayez le temps de poser quelques questions. Voilà. Bon. Ben, merci beaucoup, Georges. J'imagine que quelques-uns se posent des questions. Allez-y, on a encore un petit peu de temps, donc surtout, on vous écoute. Désolé. Oui, donc concernant le Yémen, est-ce qu'il y a des élections? Parce que vous avez parlé d'une république, mais quelle forme de république? Ah
Ah oui, il y a eu des élections. Bah, c'est une république hein, qui a été justement après la réunification du Yémen qui a été unifiée. Et donc, il y a eu des élections. Mais alors, bon, le Yémen, donc c'est une république qui a eu pendant 33 ans un président de la République qui s'appelait Ali Abdallah Saleh, qui était un comment dirais-je, qui était un type qui connaissait bien son pays et qui était quelqu'un qui savait aussi arroser, qui savait jouer avec les tribus. Mais qui, comme les autres, la gouvernance laissait beaucoup à désirer. Et puis, il a accaparé le pouvoir pour sa famille, avec Ahmed, son fils, Ali, etc. Voilà, c'est un point commun entre tous ces... Même quand on n'est pas... c'est pas une monarchie, il avait une pratique un peu monarchique du pouvoir. Donc, en 2011, les Yéménites sont sortis dans la rue, aussi, hein, pour protester. Simplement, Ali Abdallah Saleh, c'est un vieux retors, et les Saoudiens ou d'autres ont essayé de le tuer, ils ne sont pas arrivés. Et là, maintenant, il revient, et il a fait alliance avec ses anciens ennemis, les chiites, aidés par l'Iran, pour rester au pouvoir. Et il tire les ficelles en coulisses, sachant qu'il a l'appui il a encore ses contacts dans l'armée. Mais le Yémen, c'est vraiment un pays à part, quoi. C'est vraiment un pays à part, culturellement, socialement. Et puis voilà, cette turbulence yéménite qu'on ne retrouve pas ailleurs, quoi. Le roi Faisal disait toujours d'Arabie, « À vous les Yéménites, vous êtes différents ». Parce qu'effectivement, ce n'est pas des sujets qu'on soumet facilement. Les Égyptiens, en 60, quand il y a eu la division, ont envoyé un corps expéditionnaire, mais ils se sont ramassés. C'est bien pour ça, d'ailleurs, qu'il y a 2 ans, lorsque les Saoudiens ont commencé leur intervention au Yémen, ils ont appelé leurs alliés égyptiens et pakistanais. Ils ont dit non, le Yémen, on connaît, on n'y va pas. Donc voilà, il y a cette tradition guerrière. Et puis c'est un pays failli parce que c'est un pays qui n'a pas d'autorité centrale forte. Alors effectivement, il y avait une espèce de démocratie, mais tout ça a été géré par Saleh, qui rétribuait les tribus. Voilà, c'est un pays où il y avait des prises d'otages toutes les semaines, mais c'était folklorique. Une tribu vous enlevait parce qu'elle réclamait au pouvoir qu'on goudronne la route. Alors ça se terminait au bout de 2 jours, tout le monde buvait du thé, etc. Bon, ça a un peu changé d'ailleurs avec Al-Qaïda, mais c'est vraiment un pays qui est tout à fait à part, qui est aussi tourné vers l'Afrique, hein. Je n'ai pas parlé d'Oman, mais aussi c'est un pays qui, alors là, pour le coup, qui est assez iconoclaste parce que c'est le seul pays qui n'appartient pas justement au Conseil de coopération du Golfe, qui réunit justement toutes ces monarchies. Oman a toujours été historiquement un lien entre l'Iran et les pays arabes du Golfe. Et c'est à Oman, par exemple, à partir de 2013, qu'ont eu lieu les premières négociations secrètes entre Iraniens et américains sur le nucléaire. Voilà. Et donc Oman joue sa carte. C'est un pays dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est justement très important parce qu'il y a toujours une diplomatie de médiation très discrète. Petite particularité aussi, c'est un sultan qui aime beaucoup l'opéra, etc., qui est homosexuel, on le sait, mais qui n'a pas préparé non plus sa succession, donc qui est très malade, et il a laissé 2 lettres en espérant que dans chacune de ces lettres, eh bien, il y a le même nom pour lui succéder, quoi. Mais c'est un pays intéressant. Alors là, on est déjà aussi, on est plus, quand vous vous baladez à Oman, qui est un très beau pays, entre parenthèses, hein, vous avez un œil sur l'Inde et un œil sur Zanzibar. Hein. L'architecture est un petit peu différente. C'est un pays qui joue effectivement un rôle important au Yémen, notamment lorsqu'il y a des prises d'otages. Merci. Oui, bonjour. Le groupe a beaucoup travaillé en Iran dans les années 70-80, si ma mémoire est bonne. Vous avez parlé beaucoup de la péninsule arabique. Oui, je n'ai pas parlé de l'Iran, oui, c'est dommage. Je vous en donne l'occasion. Aujourd'hui, l'Iran, avec les traités qui sont en train d'être signés sur le nucléaire, s'ouvre au monde. Est-ce que c'est une bonne occasion d'y aller? Est-ce qu'il vaut mieux rester de l'autre côté du Golfe Persique? La culture est différente? Oui. Je crois que quand on est un groupe industriel, aujourd'hui, on ne peut pas ne pas regarder ce qui se passe en Iran. Parce que l'Iran, vous avez vu la carte, l'Iran, à lui seul, c'est la superficie de tout le Golfe. Et surtout, l'Iran, c'est 80 millions d'habitants.
hein. Le Golfe, l'ensemble du Golfe, c'est 30-40 millions. Donc c'est un marché extrêmement important. C'est une culture. Alors là, pour le coup, c'est une culture ancestrale. Pour la petite, alors évidemment, les Iraniens sont très fiers, ça faut le savoir aussi, hein, très fiers de leur histoire, de leur culture. Parfois, on les appelle les French du Middle East parce qu'il y a une grande similarité, etc. La France est très aimée en Iran parce qu'il y a des souvenirs de l'époque du Shah. Il y a le souvenir aussi que la France avait hébergé l'ayatollah Khomeini. Voilà. Donc la France a une bonne cote encore en Iran, même si avec Fabius, pendant les négociations nucléaires, on a été un petit peu la mouche du coche. Voilà. Donc l'Iran, c'est un État. Alors un État théocratique, c'est pas une démocratie, mais on vote en Iran. Et alors évidemment, le vote parfois peut être truqué, mais si vous voulez, en Iran, vous avez un cadre qui est établi, c'est la République islamique d'Iran. Et donc, par exemple, pour les élections présidentielles qui vont avoir lieu dans un mois et demi, eh bien, vous êtes iranien, vous pouvez vous présenter. Et votre candidature va être examinée par ce qu'on appelle un conseil des gardiens de la Constitution, c'est en quelque sorte le conseil constitutionnel local, qui va dire si vous êtes islamiquement compatible avec la République d'Iran. Voilà. Alors, donc, vous êtes cachère ou pas cachère. Voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, évidemment, il y a des restrictions, parce que c'est un filtre quand même extrêmement important qui écarte chaque année, en gros, tous les opposants, les vrais opposants au régime. Mais à l'intérieur de ce cadre, il y a une démocratie, il y a une démocratie, une pratique de l'élection, les gens votent, etc. Il y avait une presse qui a été muselée à partir de 2009. Mais voilà, l'Iran, il y a une société civile qui est dynamique, les gens travaillent, parce que, bon, ça ne sera pas enregistré, mais dans le Golfe, vous y avez, certains d'entre vous y ont travaillé. Si vous voulez, quand vous avez 18 ans et que vous êtes qatarien, vous avez déjà au bas mot 600 000 euros sur votre compte en banque. Donc, si vous voulez, vous n'êtes pas encouragé de travailler. En Iran, c'est pas la même chose. Les gens travaillent, les femmes travaillent. Elles sont bâchées parce que c'est la loi, mais elles travaillent. Elles sont plus nombreuses dans les universités que les hommes. Donc voilà, il y a une classe moyenne qui a été victime un peu ces dernières années des sanctions, de la politique populiste d'Ahmadinejad, mais il y a du know-how, il y a du savoir-faire, il y a des ingénieurs qui sont, voilà, ce que n'ont pas beaucoup pour la plupart des pays du Golfe. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a cette condescendance iranienne qui, pour eux, les gens du Golfe, ils les appellent des mangeurs de sauterelles. Parce que ce sont des gens qui, il y a 200 ans, dans le désert, mangeaient leurs sauterelles. Et s'ils n'avaient pas de pétrole, ils seraient... Voilà. En plus, l'Iran donc, a les 2, 3e ou 4e réserves de gaz au monde, de pétrole. Donc c'est un pays qui est potentiellement très riche, qui revient sur la scène internationale, bon, pas aussi vite qu'il le souhaiterait, parce qu'il y a essentiellement une grande réticence, et une réticence à l'intervention des banques, au financement bancaire, à l'ouverture des circuits bancaires, parce que, notamment en France, les banques sont très frileuses, elles craignent que les ripostes américaines, il y avait eu la fameuse jurisprudence BNP qui avait été pénalisée 9 milliards de dollars pour avoir justement enfreint l'embargo. Donc il y a une très grande timidité des banques françaises, mais il faut être présent en Iran parce que c'est un pays qui a un immense potentiel, voilà, beaucoup plus qu'effectivement que les pays du Golfe. Et si les pays du Golfe sont tétanisés par l'Iran, c'est parce qu'ils savent que leurs fondamentaux, comparés aux fondamentaux de l'Iran, voilà. S'il y a un gros attentat demain à Doha, par exemple, voilà, je vous donne un exemple. On entend parler du jeu un petit peu double des Qatariens. C'est pas tout à fait un jeu double, mais ils achètent leur sécurité, c'est-à-dire ils financent un peu Al-Nosra, la branche locale d'Al-Qaïda en Syrie, etc., pour s'acheter une sécurité. Ils ont la base américaine aussi, s'il y a un coup dur, etc. Mais s'il y a un gros attentat demain à Doha, où il y a des dizaines et des dizaines de morts, je pense qu'il y a un certain nombre d'expatriés qui partiront. Donc c'est aussi des pays qui ont des structures quand même fragiles.
Alors que l'Iran, bon, c'est un pays qui est beaucoup plus, et puis géopolitiquement, qui compte aujourd'hui dans la région. Alors, c'est un pays qui n'est pas une démocratie, c'est un pays qui déstabilise justement les pays arabes parce qu'ils veulent aider les minorités chiites, etc., qui ont longtemps été aussi opprimées au Liban. En Arabie Saoudite, c'est encore le cas. Il y a beaucoup de chiites en Arabie Saoudite, il y en a 15-20% qui sont là, justement, qui ont le pétrole sous les pieds, mais dont ils ne bénéficient pas des dividendes. Donc voilà, évidemment, à Bahreïn, alors je n'ai pas parlé de Bahreïn, mais là, pour le coup, Bahreïn, Bahreïn, c'est la seule monarchie dirigée sunnite qui a une population chiite majoritaire. Et effectivement, dans laquelle la révolte, il y a eu une révolte en 2011 qui a été étouffée parce que les Saoudiens et les Émiriens sont accourus. Il est hors de question que dans une monarchie du Golfe, un Premier ministre soit élu, qui est une monarchie type parlementaire britannique. Or, c'est ce que les Bahreïniens voulaient. Voilà, ils disent révolte arabe, démocratie, on fait des élections, donc le roi reste, mais le Premier ministre sera issu du parti majoritaire au Parlement, donc il sera forcément chiite. Et ça, pour les Saoudiens, qui considèrent Bahreïn comme une sous-préfecture saoudienne, parce qu'il faut savoir qu'il y a un gisement de pétrole là, dans les eaux saoudiennes, dont l'exploitation, justement, dont les revenus sont donnés, octroyés aux Bahreïniens, et ça constitue 95% du budget de Bahreïn. Donc Bahreïn n'a aucune autonomie par rapport à l'Arabie, et l'Arabie a dit en 2011, pas question que les chiites prennent le pouvoir au Parlement, donc on y envoie les chars, etc. Tu nous dis combien ça coûte, on t'envoie un chèque, etc. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc voilà, donc l'Iran, c'est un... Voilà, il faut... on ne peut pas faire l'impasse sur l'Iran. Et d'ailleurs, on le voit bien dans le débat politique, on y a un peu contribué. En France, vous avez vu les candidats, ils disent effectivement, on doit rester amis avec le Qatar, l'Arabie Saoudite, on doit faire des affaires. Ce sont les pays qui sont quand même sont les seuls gisements de croissance dans la région. Ils ont été épargnés par les révoltes arabes parce que justement, en 2011, qu'est-ce qu'a fait le roi Abdallah? Il est rentré rapidement de son palais de Casablanca et il a distribué 35 milliards de dollars. Donc il a acheté la paix sociale. Donc c'est des pays qui n'ont pas vécu les révoltes arabes, où il y a une stabilité, donc il y a des besoins d'investissement. Donc c'est important que les sociétés françaises soient là-bas. Donc il ne faut pas ignorer ça. Mais ce sont quand même des pays qui ont des agendas, on n'en a pas parlé, qui ont le prosélytisme wahhabite, le financement de certains groupes terroristes, au Qatar notamment, par des supposés privés, mais qui ne sont pas vraiment privés, en tout cas qui sont connus des autorités. Donc tout ça rejaillit dans le débat politique français. Vous avez vu aussi bien, alors Marine Le Pen c'est évident, Fillon, même Macron a dit je serai beaucoup plus exigeant à l'égard du Qatar. Et il a repris d'ailleurs une fois en disant la semaine dernière sur BFM, on nous dit que les financements qui viennent de ces pays-là au groupe terroriste sont des financements privés, mais il faudra qu'ils le prouvent parce que bon... financement privé au Qatar, où vous avez 40 000 hommes de plus de 18 ans, c'est dans une société où tout le monde se connaît, bon, tout le monde sait ce que fait tout le monde. Donc voilà, donc les hommes politiques français, par rapport justement à l'Iran aussi qui revient, on a été, nous, trop, si vous voulez, notre diplomatie ces dernières années s'est faite un petit peu le porte-parole, c'est une diplomatie sunnite, le relais des préoccupations du Golfe, vis-à-vis de l'Iran nucléaire, vis-à-vis en Syrie, etc. Je pense qu'aujourd'hui, ou demain plutôt, quel que soit le futur président, il y aura un examen critique de ces années-là et il y aura probablement un rééquilibrage. Alors ça ne veut pas dire justement qu'on va rompre avec ces pays-là, mais on sera plus exigeant sur un certain nombre de problèmes. Bon, d'ailleurs, c'est pas acceptable que le ministre des Affaires islamiques d'Arabie Saoudite, qui n'est pas lui, c'est pas un Saoud, c'est un Wahhabite, ait acheté une mosquée à Nice, mais avec l'accord de la mairie de Nice, comme deux businessmen saoudiens qui ont leur petit palais à Cannes sont mis en tête de construire 2 mosquées, et le maire de Cannes, pas l'actuel mais le précédent, a dit tout à fait OK, probablement qu'il y avait aussi là une obole bédouine. Et donc, comme ça ne vous a pas échappé que l'été dernier, Cannes pourtant a empêché le burkini sur la plage. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'il y ait un peu de cohérence dans nos choix, et y compris vis-à-vis de ces gens-là, et de l'entrisme qui est un peu le leur en France et ailleurs, en Afrique. Oui, je voudrais apporter une petite correction. Vous avez dit Oman ne fait pas partie du GCC. Elle fait partie du GCC, puisque c'est 6 pays.
Quant à la succession du sultan, elle est organisée, suivant la Constitution, elle s'organise d'abord par la réunion de la famille royale pendant 3 jours. S'il y a un consensus, ce sera nommé. Les lettres, qui sont 3, seront détruites. 3. J'ai écrit la nécro de Cabous il n'y a pas longtemps, il me semblait qu'il y avait que 2 lettres. Mais bon. Non, il y a 3 noms. En fait, il faut espérer que ce soit le même nom quand même. Non, c'est 3 noms différents, avec un ordre. 1, 2, 3. Ils ouvrent la première, s'il est encore vivant, parce qu'il a supposé qu'il peut être décédé déjà. Donc, parce que quand il a scellé ses lettres, il était encore plus jeune. Donc, il a mis le premier, et si le premier a survécu, c'est lui. Sinon, on va à la deuxième, sinon, on va à la troisième. Voilà pour... quant au Yémen, malgré tout ce qu'on voit aujourd'hui comme, disons, distanciement entre le Yémen et l'Arabie saoudite et les autres pays, le Yémen, c'est un peu comme l'Iran, c'est un pays qui a sa fierté. Il ne faut pas oublier que le Yémen, c'est le berceau des tribus arabes. Exactement. Toutes les tribus arabes, avant d'arriver en Arabie saoudite ou ailleurs, étaient au Yémen. Et donc, c'est le berceau du monde arabe, mais aussi du sémitisme. Puisque les Juifs étaient au Yémen. Et je me rappelle... Il y en a encore d'ailleurs, il y en avait. Oui, et je me rappelle d'un monsieur que j'ai rencontré au Yémen et qui m'a dit, nous, on a la fierté d'avoir dans notre sang les 3 religions, puisqu'ils ont été convertis au christianisme avant d'être convertis à l'islam. Et il dit, moi, je suis un peu juif, un peu chrétien, un peu musulman, mais en fin de compte, je suis un peu les 3. Donc, c'est cette fierté qu'ils ont gardée culturellement qui les différencie des autres pays où ça a été un peu disons, l'émigration du Yémen après la rupture du barrage, comment ça s'appelle déjà, il y avait un grand barrage au Yémen, historiquement, et il y a quelques 2000 ans, il s'est écroulé. Avec cet écroulement du barrage, les populations n'ont pas trouvé d'autre moyen que d'émigrer, en passant le long des côtes, et de 2 côtés, et arriver donc à occuper et à monter jusqu'à la Syrie. Et donc, toutes ces populations arabes viennent d'origine du Yémen. Et le Yéménite a gardé cette fierté culturelle qui la différencie des autres. Bien sûr, en montant, ils se sont mélangés un peu, mais le Yémen, lui, a gardé un peu d'où cette différence, bien sûr, et aussi le caractère montagnard, puisque le Yémen sont des montagnes, et ça forge le caractère à travers les siècles. Voilà. Oui, j'en avais une, excusez-moi. Oui, je n'ai pas une remarque du tout aussi pointue que celle qui vient d'être faite. Ça va être revenu. Vous n'avez pas parlé de l'OPEP et des liens qui unissent ou qui opposent certains de ces pays du Golfe, d'une part. Donc j'aimerais bien que vous expliquiez un peu quels sont les pays de l'OPEP et qu'est-ce qui les unit géopolitiquement. Et d'autre part, on a entendu pas mal parler ces derniers temps de l'introduction en bourse de Saudi Aramco, qui est, je crois, la première compagnie pétrolière qui était nationalisée en Arabie Saoudite. Quels sont les liens pour les recettes des autorités saoudiennes? Qu'est-ce que ça pourrait avoir comme incidence? Alors oui, effectivement, c'est un des grands projets du prince MBS, c'est l'ouverture d'Aramco, la privatisation d'Aramco, hein, qui est effectivement dans la capitalisation, je crois que c'est 2000 milliards de dollars, donc c'est quelque chose de gigantesque, qui est prévu, dont le début devrait être l'an prochain. Alors c'est un projet effectivement qui peut attirer les investisseurs étrangers, notamment américains et asiatiques. Le roi Salman a fait une méga tournée en Asie d'1 mois là, notamment en Chine et au Japon.
Donc ça va quand même. Enfin, c'est une rupture parce que l'Aramco c'était propriété de l'Arabie Saoudite, et surtout ça va obliger quand même le pouvoir saoudien à un petit peu de transparence aussi sur la gestion de cet Aramco, parce que j'en ai pas parlé, mais il y a ce qu'on appelle la dotation royale, quoi. La famille royale perçoit un pourcentage dont on ignore le montant, c'est un des secrets les mieux gardés en Arabie Saoudite, des ventes ou des exportations de pétrole. Et donc avec cette privatisation, ça va obliger le pouvoir saoudien à s'ouvrir un petit peu à cette transparence. Mais c'est aussi une volonté pour l'Arabie Saoudite d'engranger des fonds pour diversifier son économie, justement pour passer à l'après-pétrole, parce que c'est vrai qu'MBS est l'artisan de cette politique. Alors, bon, cette vision de 2030, aujourd'hui, elle a été élaborée par des grands cabinets américains qui ont fait des bons qui se sont probablement bien payés sur la bête, et puis qui ont élaboré des très beaux plans. Pour l'instant, on reste encore un petit peu aux déclarations d'intention. On n'est pas rentré dans le dur, et ça va être assez difficile. Mais il y a cette volonté. Puis à partir des recettes, effectivement, de la privatisation, de la constitution d'un fonds souverain saoudien qui permettra effectivement, comme les autres, d'investir dans un certain nombre de domaines. Sur la politique de l'OPEP, alors la politique pétrolière, l'Arabie Saoudite, ces dernières années, je ne suis pas un spécialiste du pétrole, mais l'Arabie Saoudite pensant contrarier l'Iran et la Russie, a refusé justement de laisser la production remonter pour que les cours, de contrôler plutôt la production pour que les cours remontent. Donc ils sont. Mais aujourd'hui, avec un cours du pétrole qui a 50-60 $, c'est le cours minimal pour que justement le budget de l'Arabie Saoudite arrive à fonctionner, parce que ces dernières années, le budget était vraiment presque dans le rouge. L'Arabie Saoudite, pour la première fois, je crois, a emprunté sur le marché international ces dernières années, et donc il y avait un manque de liquidité, et donc ça explique aussi qu'il y a cette austérité à laquelle les Saoudiens ne sont pas habitués, et c'est une véritable. Ce qui est intéressant en Arabie Saoudite aujourd'hui, c'est que c'est une vraie révolution culturelle qui veut faire MBS, parce que en gros, il dit aux jeunes, il va falloir que vous travaillez. C'est nouveau. Et puis aux Saoudiens, il dit il va falloir que vous payiez vos impôts, il va falloir que vous appreniez à vivre de manière autosuffisante, sans qu'on vous paie 90% de votre note d'électricité, etc. Donc il y a une rationalisation qui va s'opérer, en tout cas c'est ce qu'on espère, mais d'un autre côté, vous savez, c'est quand même un régime, c'est une gestion, encore une fois, très tribale. Donc si le roi se rend compte que cette rationalisation de l'économie engendre des problèmes sociaux, engendre des problèmes, des contestations, tout ça, qu'est-ce que les Saoudiens vont faire? Ils vont faire comme d'habitude, ils vont desserrer les cordons de la bourse, et ils vont pratiquer le clientélisme, ils vont, comme le roi Abdallah avait fait en 2011, il va arroser, il va acheter la paix sociale. Jusqu'à quand ça peut durer, c'est une question qu'on peut se poser, mais c'est quand même un pays aussi qui a des fondamentaux quand même solides avec le pétrole, mais qui a aussi quand même ses problèmes, parce que comme je vous disais tout à l'heure, c'est un pays qui a une population pauvre, avec un chômage, une jeunesse qui est déboussolée. Vous savez, je crois que c'est le pays au monde, je crois que c'est 90 millions de visiteurs YouTube, chaque jour en Arabie Saoudite. Un jeune en Arabie Saoudite, vous le rencontrez à l'aéroport, dans la rue, etc. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de regarder son téléphone portable et il regarde des vidéos. C'est la seule distraction qu'il ait. Donc voilà, il faut changer cette mentalité-là. Et donc c'est intéressant de voir aussi qu'il veut lancer. Alors on avait parlé, il avait un projet MBS de créer sur des îles
qui leur appartiennent là, dans la mer Rouge. Ben, puisque chez nous, c'est une immense mosquée, c'est le royaume des Wahhabites, eh bien, allons créer pas des casinos, mais en tout cas des centres de jeux sur ces îles. Il y avait ce projet de faire de ces îles des centres de divertissement. C'est encore à l'ordre du jour. Simplement, voilà, toutes ces avancées doivent être cautionnées par l'establishment religieux, par les fameux oulémas, ceux qui tiennent le manche, les wahhabites, l'éducation, etc. Et donc le pouvoir est toujours dans cette transaction. Voilà. On fait quelque chose, mais il faut qu'il y ait le stamp, il faut qu'il y ait l'aval des autorités religieuses. C'est pour ça que ce pays avance à la vitesse de l'escargot, où les femmes n'ont toujours pas le droit de vote. Elles ont eu le droit de vote, mais elles ne peuvent pas conduire. C'est le seul pays au monde. Si vous voulez embêter un Saoudien ou le vexer, vous lui dites, mais écoutez, chez Daesh, à Raqqa, les femmes conduisent. Or, à Riyad et à Jeddah, elles ne conduisent pas. C'est la vérité. Donc voilà, c'est un pays qui avance extrêmement lentement. Il ne faut surtout pas souhaiter que l'Arabie saoudite, comment dirais-je, je veux dire que la démocratie gagne l'Arabie saoudite, mais là, on est dans un autre. Parce que demain, si l'Arabie saoudite tombe, ce n'est pas pour devenir une démocratie, c'est elle tombera entre les mains de radicaux, Al-Qaïda, Daesh et compagnie. Donc voilà. Et puis ce concept, je terminerai peut-être par là, de démocratie qu'on a souhaité exporter, etc., il ne s'applique vraiment pas du tout dans le Golfe. Encore une fois, la mentalité tribale prédomine et alors certains pays comme les Émirats ont commencé de créer des espèces de pseudo-parlements, de majlis al-shura, des assemblées consultatives où eh bien, le corps électoral s'accroît. Aux Émirats, on a commencé il y a 10 ans, faire voter 100 000 types. Là, je crois on est à 500-600 000, etc. Mais l'an dernier, justement, j'étais allé pour couvrir ces élections. Le Anwar Gargash, qui est le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, qui est un type très, très ouvert, il me disait, nous on ne veut pas de démocratie, on veut simplement accroître la participation politique des gens de chez nous, pour les accroître, pour les inciter à partager la décision. Voilà. Et donc il y avait un type qui était avec moi, il me dit, moi, la démocratie, ça ne m'intéresse pas. Moi, quand il y a un vote, qu'est-ce que je fais? Je vais voir mon chef de tribu, je lui dis, je vote pour qui? Ben, il me dit, tu votes pour celui qui te promet le plus de cadeaux, ou en tout cas de préserver ce que tu as. Voilà, donc voilà, la démocratie dans ces pays-là, je crois que c'est un concept qui n'est pas adaptable, en tout cas tel qu'on la conçoit, nous. J'ai une petite question, alors très rapide. Vous avez fait un rapide parallèle avec les pays du Maghreb par rapport à l'arabe parlé. Le Maghreb et ces pays-là n'ont pas le même arabe. Est-ce qu'il y a homogénéité linguistique au sein de l'ensemble de cette péninsule? Non, parce que l'arabe, moi je ne suis pas un spécialiste du Maghreb, mais l'arabe du Maghreb, c'est un mélange un petit peu à la fois de berbère, de français, d'arabe. Et c'est les gens du Golfe, enfin, qui parlent d'ailleurs un arabe différent des Égyptiens ou des Syriens, etc. Ils se comprennent, mais il y a de grandes différences quand même. Donc, ne serait-ce qu'au niveau linguistique, il n'y a pas d'homogénéité, c'est sûr. Mais ça, on le retrouve aussi entre l'Irak et le Maghreb. Mais l'arabe parlé au Maghreb ne correspond pas du tout, enfin, est différent de celui qui est. Ah, dans la péninsule? Ah oui, il y a il va y avoir des différences, mais oui, sauf l'Irak, oui. De Syrie jusqu'au Yémen, on se comprend. Oui, avec quelques, oui, des nuances, ouais. Il n'y a pas de problème, sauf l'Irak. L'Irak, voilà, l'Irak, il y a un. L'Irak, il a été pollué par l'Iran. Voilà, il y a aussi. Et puis il y a un accent très prononcé, quoi. Très, très dur, quoi. Ça correspond d'ailleurs à l'âme irakienne, qui est une âme violente. Et donc le phrasé irakien, voilà, il parle un arabe assez parfois difficile à comprendre. Mais dans le Golfe, oui, il y a une homogénéité de. Dans le Golfe, Jordanie, Palestine, Syrie, même les Égyptiens qui parlent oui, c'est un petit peu, un peu différent, et les Soudanais, on se comprend. Oui, voilà. Tout ce qu'on appelle le mashrek, quoi. Voilà, il y a pas de. Quand ils écoutent Al Jazeera, ou ils écoutaient, puisqu'ils n'écoutent plus beaucoup, ils regardent plus beaucoup, parce que c'est plus une chaîne très, très recommandée, enfin, et donc ils arrivaient à comprendre, quoi. Une dernière question? Allez, une dernière. Dans un précédent ouvrage, vous soulignez les errements, voire l'aveuglement
rappeliez à l'instant les positions parfois plus passionnées que raisonnées du ministre des Affaires étrangères à l'égard de la situation en Iran et dans les négociations nucléaires iraniennes. Je voudrais savoir quel est votre point de vue sur la façon dont la France mène sa diplomatie dans cette région du monde, qui paraît parfois plus, comment dire, menée par des considérations morales que par le réel politique que d'autres États mènent dans cette région. Bah écoutez, oui, je crois que vous avez résumé. Mais non, je crois que moi, effectivement, ça fait 20-25 ans que je couvre cette région et on a longtemps eu quand même une approche assez fine. Hein. En gros, jusqu'en 2007, 2007, quoi, jusqu'à la fin de Chirac. Jacques Chirac avait un avantage, c'est qu'il connaissait à la fois les dirigeants et les problématiques de ces régions. Alors, il était très influencé par Rafik Hariri, qui lui avait vendu un peu la vision du sunnisme politique. Donc, il était, voilà, l'Iran était une menace pour lui, les Alaouites, enfin, après l'assassinat de son copain Rafik Hariri, on voit que ses analyses ont été complètement erronées. Mais on avait une diplomatie qui était à la fois une diplomatie, oui, qui consistait à parler à tout le monde, qui était autonome vis-à-vis des Américains. 2003, quand même, c'est le meilleur exemple. Et donc, on comptait. On arrivait à 2003, 96 au Liban. Lorsque Israël et le Hezbollah sont affrontés, la France est parvenue à participer à ce mécanisme de sécurité régionale pour la première fois avec les États-Unis, etc. Bon. Depuis 2007, en gros, si vous voulez, on a notre diplomatie dans cette région a été zigzagante. Voilà, il n'y a plus de cap. 2007, Sarko fait du Qatar son partenaire privilégié. Les Saoudiens ne comprennent pas. 2013, Hollande rétablit l'équilibre. Voilà, on a perdu cette capacité à parler à tout le monde parce qu'on a effectivement été, comme l'avait dit un télégramme américain révélé par Wikileaks, on a été à la pointe du glaive dans le problème nucléaire iranien, au-delà des demandes américaines, parce qu'on se faisait le relais des préoccupations saoudiennes, émiriennes, etc. Parce qu'on pensait qu'en retour, eh bien, il y aurait, c'est la fameuse diplomatie économique de Laurent Fabius, qu'il y aurait des contrats, etc. Alors il y a eu des contrats, il y a eu le Qatar nous a acheté 24 Rafales, etc. Mais il y a eu beaucoup moins de contrats qu'on ne l'espérait. Donc c'est pour ça qu'il y a eu une grosse déception, y compris aujourd'hui chez Hollande et chez Jean-Yves Le Drian, etc., qui est quelqu'un qui est très apprécié dans cette région, parce que justement, lui, il a un peu changé la manière de négocier. Mais voilà, donc en gros, et puis il y a alors la crise syrienne, comme vous y avez fait allusion, je vous en remercie, à notre livre, a polarisé comment dirais-je, a été la crise qui nous a complètement, justement, rendus aveugles. Effectivement, il faut que Bachar el-Assad parte, etc. Mais on aurait dû se poser la question de savoir quelle est la meilleure façon de faire partir Bachar. Est-ce que c'est de pousser des jeunes à aller affronter un régime dont on connaissait la brutalité et plus pour l'avoir expérimenté, y compris nous-mêmes au Liban en 1982 lorsque les Syriens nous ont assassiné un ambassadeur, voilà, ou est-ce qu'effectivement, là, on a géré de manière émotionnelle Nicolas Sarkozy pour faire oublier les accointances qu'il avait eues avec, y compris Bachar, comment s'appelle-t-il, Kadhafi et d'autres, et donc on a fait les problèmes de ces régions-là ont été réglés comme des problèmes de politique intérieure française avec des dirigeants, Sarko et Hollande, focalisés sur les sondages. Qu'est-ce que ça va me rapporter au printemps 2011 de dire attention, certes le combat des jeunes Syriens est légitime, ô combien, mais attention, parce qu'en face de nous on a un pouvoir brutal, dictatorial. Voilà. Non, allez-y, la révolution maintenant. On est du côté des vertueux, des révolutionnaires. Donc, allez-y, on vous soutiendra. Effectivement, on était en résonance avec, y compris la presse, qui, dans son immense majorité, au bout de 3 mois, a dit Bachar el-Assad va tomber. Alors qu'en France, justement, la Syrie, on a été le pays mandataire, on a borné les frontières, on a formé l'élite, on les connaît sur le bout des doigts.
Simplement, on n'a pas entendu ceux qui connaissaient le dossier, parce qu'on était dans l'émotion, dans il fallait être du bon côté de l'histoire. Et on était convaincus que le bon côté de l'histoire, c'était les révolutionnaires. Donc voilà, on a perdu, c'est ce qui fait que je suis extrêmement dur, effectivement, contre notre diplomatie, parce que autant avant, il y avait cette connaissance assez fine qui nous avait évité beaucoup de mésaventures, en particulier en Irak, parce que Chirac avait compris que l'Irak, c'était un pays à la marge du monde arabe et du monde perse, et que une fois que le pouvoir irakien allait tomber, eh bien ensuite il y allait avoir effectivement un renversement des alliances avec une montée en puissance des partis chiites de l'Iran, etc. Donc parce qu'il connaissait très bien l'Irak, Saddam Hussein, etc. Donc après nos hommes politiques aujourd'hui ne savent pas la différence entre un chiite et un sunnite. Voilà. Et donc, ils gèrent ces dossiers comme des dossiers de politique intérieure, n'écoutant pas les conseils de leurs conseillers, n'écoutant pas forcément les conseils des chefs des services de renseignement qui leur disent attention, attention, Kadhafi, certes c'est un bouffon, mais il nous rend service. Voilà, donc c'est ça, mais je pense tout ça pourrait changer un peu quand même, parce qu'on a atteint quand même un peu le fond. Alors évidemment, comme ces positions-là étaient aussi les positions globalement adoptées par la presse, donc il y a une espèce d'effet de miroir. Vous avez vu hier dans Le Monde encore, François Hollande nous refait, grâce au Monde, une Xème version, et si en 2013 on m'avait écouté, Le Monde aurait été génial, la Syrie au télé... Non, je ne pense pas que ça... Mais si vous voulez, on s'est engouffré dans cette adhésion aux révolutions, poussée un peu probablement par nos amis qatariens qui nous disaient, nous, à partir du moment où on paye les islamistes, qui paye, qui finance, contrôle, donc on va les dompter. C'est un peu le message qu'avait fait passer l'émir Hamad, et voilà, on va les dompter. Ben non, ils ne les ont pas domptés parce que justement, quand vous financez, après, les gens s'autonomisent et avec l'argent, ils achètent des armes et ensuite pour les contrôler. Donc voilà, donc je pense qu'il faut revenir à une politique plus équilibrée. Voilà, il ne faut pas qu'on apparaisse forcément comme les défenseurs des monarchies arabes sunnites face à l'Iran. Il faut qu'on ait une politique de fermeté sur les principes, et pas du tout de rupture, mais qu'on ne soit pas perçu comme ayant pris position pour un camp par rapport à l'autre, quoi. Et voilà, et tout en gardant effectivement ce souci de faire des affaires avec ces pays-là, parce que ça n'est pas honteux. Mais encore une fois, en changeant de posture, en ayant une posture en se faisant respecter, parce qu'on n'est pas respecté là-bas. Hein. Je veux dire, ils s'amusent avec nous, les dirigeants saoudiens, ils s'amusent avec nous. Voilà, on a vu Hollande, etc. Les Qatariens aussi. Ils savent, je veux dire, on le raconte. Je veux dire, quand vous voyez des ministres qui viennent dire à l'ambassadeur du Qatar, ça vous coûtera 45 000 € par mois si vous voulez que je dise du bien de vous. Voilà, donc effectivement, dans la corruption, c'est comme dans le tango, il faut être deux, hein, il y a un corrupteur et un corruptible. Et donc les Qatariens savent très bien, comme nous l'avait dit l'ancien ambassadeur, qui pourtant, Dieu sait s'il avait arrosé beaucoup de monde à Paris, on sait qui aime le Qatar et on sait qui aime l'argent du Qatar. Donc ils ont des fiches, ils ont des listes, etc. Donc voilà, il faut assainir cette relation. Voilà. On raconte des histoires, enfin Rachida Dati et d'autres, Jean-Marie Le Guen, c'est pas... Voilà, un proche de l'émir père nous avait dit en 2012 ou 2013 lorsqu'on enquêtait, « French are the cheapest to buy ». Donc voilà. Donc encore une fois, c'est pour ça il faut pas prendre ces gens-là pour des bédouins de 1950. Hein. C'est resté des bédouins, mais des bédouins qui ont leurs enfants qui ont fait des études dans des universités et puis qui ont leurs appartements boulevard Victor Hugo. Donc ils nous connaissent encore une fois beaucoup mieux que nous ne les connaissons. Voilà, il faut les respecter. Voilà, c'est des gens qui sont différents de nous, très différents de nous. Très très différents, mais qui aiment aussi notre culture, qui aiment venir à Paris, qui aiment venir à Cannes, qui ont des châteaux, voilà, mais qui sont très différents de nous. Hein, voilà, encore une fois, je vous dirais, vous allez vous installer à Doha, vous n'allez pas mixer avec une famille qatarienne. Parce que vous ne les voyez pas, les femmes sont bâchées, elles sont à la maison, et voilà, il n'y a pas de... C'est la vie bédouine, on se fréquente entre bédouins. Voilà, mais ça n'empêche pas qu'on peut être amis et qu'on peut faire des affaires. On n'est pas obligé de s'embrasser sur la bouche pour faire les affaires.
Sur cet excellent mot de conclusion, qui résume assez bien la situation. Merci, Georges. Merci vraiment. Bon, j'ai le sentiment qu'il y avait encore bien des choses à dire, donc il faudra peut-être programmer un deuxième épisode un jour. En tout cas, c'était très bien. Superbe.